Ils disent que l'histoire d'Hollywood est écrite par les vainqueurs, mais parfois les films qui ont tout changé sont ceux dont personne ne se souvient. Imaginez un monde où les plus grands bouleversements du cinéma proviennent de films perdus dans l'ombre. Des films qui ont osé, provoqué et discrètement enfreint toutes les règles. Et si les titres les plus obscurs avaient façonné l'art et le commerce d'Hollywood lui-même? Restez avec nous, car certains des secrets les plus profonds de l'industrie ne se trouvent pas là où vous l'attendriez. Et un rebondissement caché pourrait bien vous surprendre. Le chanteur de jazz, 1927. Dans la légende d'Hollywood, il y a un avant et un après, et tout repose sur un drame musical obscur, qui est à peine mentionné dans les conversations d'aujourd'hui. The Jazz Singer n'était pas juste un film. C'était un choc sismique qui a divisé toute l'industrie en deux. Sorti en 1927 à une époque où la plupart des studios s'accrochaient encore à la magie des films muets, Warner Brothers a pris un pari audacieux sur le son synchronisé. Le résultat? Les spectateurs ont vu et entendu Al Jolson chanter « Vous n'avez encore rien entendu », et ils n'avaient vraiment rien entendu. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est à quel point la transition a été chaotique. Le chanteur de jazz était, en vérité, seulement en partie un film parlant. La plupart du film est encore muet avec des intertitres, mais il a brisé l'illusion que le silence était essentiel au cinéma. En coulisses, l'enregistrement sonore était chaotique. Des micros cachés dans des plantes, des acteurs effrayés de bouger, et des dirigeants de studios terrifiés que tout cela échoue. Certains critiques l'ont même descendu, prédisant que le son était une mode passagère. Pourtant, en moins d'un an, tous les grands studios avaient jeté leur ancien équipement et commencé à équiper les salles pour le son. L'impact du film fut instantané et brutal. Des carrières furent faites et détruites du jour au lendemain. Des stars aux visages magnifiques mais aux voix terribles ont vu leur règne prendre fin, tandis que de nouveaux talents, souvent issus du vaudeville ou de la radio, se précipitaient pour prendre leur place. Le modèle économique d'Hollywood, de l'écriture de scénarios à l'exploitation des salles, a été bouleversé. Les studios ont fait faillite en s'adaptant au son. En 1929, les films muets étaient presque éteints. Bien sûr, The Jazz Singer est surtout connu pour son utilisation problématique du blackface, un reflet de l'époque, mais son véritable héritage est la façon dont il a forcé Hollywood à se réinventer publiquement. Presque personne ne l'avait vu venir. Après The Jazz Singer, plus rien n'a jamais été silencieux. Applause, 1929. Alors qu'Hollywood était obsédé par la nouveauté des films parlants, une révolution plus discrète se préparait aux marges de l'industrie. Applause, une comédie musicale en coulisses de 1929 réalisée par Rouben Mamoulian, n'utilisait pas seulement le son. Il l'a plié, brisé et reconstruit en quelque chose que personne n'avait vu auparavant. La plupart des spectateurs se souviennent à peine de Applause, mais en coulisses, les réalisateurs et les techniciens l'étudiaient comme un plan secret. Mamoulian, un vétéran du théâtre nouvellement arrivé à Hollywood, est arrivé juste au moment où tout le monde fixait des micros au sol et immobilisait les acteurs. Il a refusé de se contenter de plans statiques et de dialogues maladroits. Au lieu de cela, il a expérimenté, déplaçant les caméras, superposant le son et utilisant des montages astucieux qui créaient l'illusion d'une vie chaotique continue. Le film suivait une star de burlesque déclinante et sa fille. Ce n'était guère un sujet à succès, mais son audace technique était révolutionnaire. Mamoulian a même enregistré le son sur place, capturant le bruit des rues de New York en temps réel, ce qui était presque inédit à l'époque. L'impact de Applause a dépassé les comédies musicales. Les réalisateurs ont vu que les films parlants n'avaient pas besoin d'être figés ou maladroits. Les films pouvaient bouger, respirer et sembler vivants. Hollywood finirait par adopter ces techniques, mais cela a pris des années. Aujourd'hui, les innovations de Mamoulian semblent basiques, mais à l'époque, elles étaient comme une bouffée d'air frais dans un monde étouffé et insonorisé. Curieusement, Applause n'est jamais devenu un succès auprès du grand public. Les critiques l'ont adoré, mais il a été éclipsé par Fla, des comédies musicales plus flamboyantes. Pourtant, si vous demandez aux historiens du cinéma où le musical moderne est réellement né, ils vous indiqueront cette expérience oubliée. Pour les réalisateurs les plus audacieux d'Hollywood, Applause a montré qu'avec un peu de risque, le son pouvait être aussi créatif que n'importe quel truc de caméra. Hells Angels, 1930. En 1930, Hollywood était déjà sous l'emprise de la révolution du cinéma parlant, mais personne ne s'attendait à ce qu'un milliardaire casse-cou,
élève encore plus les enjeux. Hells Angels, l'idée originale de Howard Hughes, n'était pas juste un film, c'était une obsession. Hughes, connu pour son perfectionnisme et sa volonté de dépenser sans compter pour résoudre les problèmes, a investi une somme sans précédent de 4 millions de dollars dans la production, un chiffre qui a stupéfié toute l'industrie. Mais il ne s'agissait pas seulement de dépenser. Hughes était déterminé à surpasser tout le monde dans les airs et à l'écran. L'histoire était simple. Deux frères britanniques deviennent pilotes pendant la Première Guerre mondiale, font face à des chagrins d'amour et, finalement, à la tragédie. Mais ce qui comptait vraiment, c'était ce qui se passait derrière la caméra. Hughes voulait de véritables combats aériens. Il a engagé les meilleurs pilotes de cascade, construit des avions sur mesure, et a même risqué sa propre vie en volant dans certaines des séquences les plus dangereuses du film. Plusieurs pilotes ont été gravement blessés, et un a été tué pendant le tournage, soulignant jusqu'où Hughes irait pour l'authenticité. Le résultat était époustouflant. Hells Angels a établi une nouvelle norme en matière de réalisme, de spectacle et d'innovation. Il a introduit le son synchronisé dans les séquences aériennes, en superposant le rugissement des moteurs, le tir des mitrailleuses et le chaos des combats aériens. Hughes a même retourné de grandes parties du film pour inclure des dialogues après que les films parlants soient devenus la norme. Le film a également lancé la carrière de Jean Harlow, dont la présence sensuelle à l'écran était une révélation. Malgré son coût énorme, le film a finalement récupéré son budget. Plus important encore, il a poussé Hollywood vers des épopées plus grandes et audacieuses, et a fixé la barre pour l'ambition technique. Aujourd'hui, Hells Angels est surtout connu pour ses histoires de production folles, mais son héritage est clair. Il a fait croire à Hollywood que tout était possible, si l'on était assez fou pour essayer. Je suis un évadé. 1932. Il est rare qu'un film déclenche une réforme dans le monde réel, mais Je suis un évadé n'a pas seulement fait frémir le public, il a ébranlé le système juridique lui-même. Sorti en 1932, ce drame intense de Warner Brothers mettait en vedette Paul Muni, dans le rôle d'un homme condamné à tort, soumis aux dures réalités d'un bagne du Sud. Le film ne faisait aucune concession. La sueur, la saleté et la menace constante de violence remplissaient chaque image. Contrairement à de nombreux drames judiciaires de son époque, Fugitive semblait dangereusement réel. Et il l'était. Ce qui distinguait le film, c'était son inspiration directe de l'autobiographie de Robert Elliott Burns, un évadé réel du système pénal de Géorgie. Burns, lui-même, était encore en fuite lorsque le film a été présenté, et son histoire avait déjà fait la une des journaux nationaux. Le réalisateur Mervyn LeRoy et le scénariste Howard G. Green ont gardé l'adaptation sans concession, déterminés à révéler la vérité sur les chaînes de Forçat, même si les États du Sud ont tenté d'en bloquer la sortie. La réaction du public a été immédiate. Les spectateurs étaient stupéfaits, tout comme les critiques. Le film est devenu une sensation, non seulement comme un divertissement, mais aussi comme un catalyseur d'indignation. Les journaux ont demandé une enquête. Les politiciens ont fait face à des pressions pour réformer le système pénal. Des lois ont été modifiées, et plusieurs États ont finalement mis fin à leur programme de travaux forcés. Hollywood a réalisé que les films pouvaient faire plus qu'amuser. Ils pouvaient mobiliser l'opinion publique et forcer la main du gouvernement. Bien que Je suis un évadé soit maintenant éclipsé par des films de prison plus tape à l'œil, son héritage est indéniable. Il a prouvé que le cinéma pouvait être une arme pour la justice sociale et a forcé Hollywood à assumer la responsabilité des histoires qu'il choisissait de raconter. Parfois, l'obscurité n'est qu'un autre mot pour dire en avance sur son temps. Babyface, 1933. Avant que Hollywood ne se censure et n'applique son fameux code de production, la ville était plus sauvage, plus rude, et parfois étonnamment honnête. Babyface est le film qui a forcé Hollywood à freiner brusquement. Avec Barbara Stanwyck dans un rôle qui brûle encore aujourd'hui, le film raconte l'histoire de Lily Powers, une femme qui utilise sa sexualité pour passer de l'obscurité d'une petite ville au pouvoir de Wall Street. À chaque échelon gravi, un autre homme est ruiné ou écarté. Ce n'était pas seulement osé, c'était carrément subversif. Les censeurs étaient horrifiés. Le Hollywood d'avant le code avait la réputation de repousser les limites, mais Babyface était la goutte d'eau. Les critiques l'ont qualifié d'immoral, et les groupes religieux ont menacé de boycotter. Les studios ont paniqué. Le film a été coupé, retourné, et même après les modifications,
interdit dans plusieurs villes. Pourtant, il est quand même sorti dans les cinémas sous sa forme non éditée dans certains États, créant une controverse nationale. Le message était clair. Les femmes pouvaient utiliser le système aussi impitoyablement que les hommes, et parfois gagner. Mais la répercussion fut encore plus grande que le scandale lui-même. L'indignation suscitée par Babyface a directement conduit à l'application stricte du Code Hayes en juillet 1934. Le nettoyage moral façonnerait Hollywood pendant des décennies, dictant ce qui pouvait et ne pouvait pas être montré à l'écran. Le négatif original de Babyface a disparu pendant des années, enterré par l'industrie qui l'a scandalisé. Aujourd'hui, le film est une capsule temporelle, dure, sans sentimentalisme, et bien en avance sur son époque. Pendant un bref moment éclatant, Babyface a montré à Hollywood à quel point les films pouvaient être bruts et honnêtes avant que les censeurs des studios n'effacent ce monde pendant près de 30 ans. Gold Diggers de 1933. Pour la plupart des gens, Gold Diggers de 1933 n'est qu'une autre relique de l'essor des comédies musicales à Hollywood. Une fantaisie légère remplie de girls, de mélodies entraînantes et de costumes étincelants. Mais derrière les plumes et les paillettes, ce chef-d'œuvre de Busby Berkeley a discrètement redéfini la comédie musicale hollywoodienne et capturé l'esprit sombre de l'Amérique de l'époque de la Dépression. Contrairement aux comédies musicales aseptisées qui ont suivi, Gold Diggers était imprégné des angoisses de son époque. Réalisé par Mervyn LeRoy et chorégraphié par Berkeley, le film éblouissait avec des numéros de danse kaléidoscopiques qui semblaient défier la gravité et la logique. Le style de Berkeley, avec ses motifs géométriques massifs, ses prises de vue en plongée et ses transitions fluides, transformait les numéros musicaux en spectacles visuels jamais vus à l'écran. Ce n'étaient pas juste des chansons, c'étaient des tableaux vivants et vibrants qui laissaient entrevoir le chaos du monde extérieur au théâtre. Mais Gold Diggers de 1933 n'était pas seulement du style. Le film abordait de vrais problèmes. La pauvreté, le chômage et la lutte pour survivre. Son numéro emblématique, Remember My Forgotten Man, a touché une corde sensible chez les spectateurs encore sous le choc de l'effondrement économique. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'une comédie musicale grand public reconnaissait les dures réalités de la vie au lieu de les ignorer. L'influence du film s'est propagée à travers Hollywood. Les studios se sont précipités pour imiter l'approche de Berkeley, et son style signature est devenu le nouveau standard d'excellence. Les comédies musicales n'étaient plus des affaires confinées à la scène. Elles étaient des événements cinématographiques, pleins de mouvements, de surprises et de commentaires sociaux. Gold Diggers de 1933 a prouvé que l'évasion et le réalisme pouvaient partager la même scène, quelque chose que Hollywood cherche encore à atteindre aujourd'hui. New York-Miami, 1934. Parfois, un film change Hollywood sans que personne ne s'en rende compte à l'époque. New York-Miami en est un parfait exemple. Une comédie romantique modeste qui a fini par réécrire les règles d'un genre entier. Sorti en 1934 par Columbia Pictures, il a réuni deux stars qui ne voulaient même pas du rôle, Claudette Colbert, qui trouvait le scénario ridicule, et Clark Gable, prêté par MGM comme punition. Personne n'en attendait grand-chose. Ce qui s'est passé ensuite est entré dans l'histoire. Le réalisateur Frank Capra a créé quelque chose de nouveau par accident. Un mélange vif et rapide de comédie loufoque, de romance et de satire sociale. L'histoire, une héritière en fuite, un journaliste malchanceux et les mésaventures qu'il partage étaient relatables, spirituelles et un peu osées pour son époque. Au lieu de se concentrer sur le glamour, Capra a offert au public des répliques, de la maladresse et la désormais légendaire scène des murs de Jéricho, qui utilisait une simple couverture pour suggérer l'intimité sans rien montrer. Le véritable choc est venu aux Oscars. New York-Miami a raflé les 5 principaux prix. Meilleur film, réalisateur, acteur, actrice et scénario. Un exploit qui ne sera répété que des décennies plus tard. Soudainement, les studios ont réalisé qu'il y avait de l'or dans les comédies loufoques et les personnages auxquels on peut s'identifier. Les comédies romantiques telles que nous les connaissons, pleines de couples improbables, de voyages et de dialogues astucieux, tirent leur ADN de ce film. Son influence ne s'est pas arrêtée au genre. Le film a prouvé que les petits studios pouvaient défier les grands et gagner. Il a également montré comment une forte alchimie et une narration centrée sur les personnages pouvaient surmonter même le matériel le plus peu prometteur. Aujourd'hui, New Line It Happened One Night est éclipsé par des classiques plus tape à l'œil.
mais son modèle continue de façonner les romances les plus rentables d'Hollywood. Parfois, les plus grandes révolutions commencent avec un peu de chance et beaucoup de cœur. The Informer, 1935. Quand on pense aux films révolutionnaires d'Hollywood, The Informer figure rarement sur la liste. Pourtant, son impact sur le cinéma est énorme. Sorti par RKO en 1935 et réalisé par John Ford, le film est un récit sombre et expressionniste de trahison pendant la guerre d'indépendance irlandaise. C'est l'histoire de Jipo Nolan, un homme désespéré qui trahit son meilleur ami pour une récompense en argent, puis sombre dans la culpabilité et la paranoïa. Le sujet était audacieux, mais ce qui distinguait vraiment le film, c'était son style. Ford, inspiré par l'expressionnisme allemand et le cinéma européen, a plongé le film dans l'ombre et le brouillard. Le directeur de la photographie, Joseph Auguste, a créé un monde sombre et onirique où la culpabilité était inscrite sur chaque visage et chaque rue. L'éclairage, les décors et le travail de caméra étaient radicaux pour Hollywood, bien plus psychologiques et stylisés que tout ce à quoi le public américain était habitué. Ces choix n'ont pas seulement remporté des récompenses, ils ont aidé à inventer le langage visuel du film noir et du réalisme américain. The Informer était également un triomphe pour la narration axée sur les personnages. La performance brute et torturée de Victor McLaglen en tant que Jipo était si puissante qu'elle a remporté, lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Le film a triomphé aux Oscars, remportant 4 statuettes et a mis RKO sur la carte en tant que studio prêt à prendre des risques artistiques. Mais son plus grand héritage est la façon dont il a changé ce qui était possible pour le cinéma américain. Des réalisateurs comme Orson Welles et Alfred Hitchcock se sont inspirés des techniques innovantes de Ford. Et bientôt, Hollywood s'est rempli d'éclairages sombres, de tensions psychologiques et de personnages moralement complexes. The Informer a prouvé que les films américains pouvaient être aussi audacieux et atmosphériques que tout ce qui sortait d'Europe, et Hollywood ne s'est jamais retourné. L'Outlaw, 1943. Aucun autre film n'a une notoriété qui éclipse autant sa substance que L'Outlaw. Sorti après des années de bataille avec les censeurs, la saga du Far West de Howard Hughes est devenue le centre d'une tempête nationale, non pas à cause de son intrigue ou de ses dialogues, mais à cause des courbes de Jane Russell. Pourtant, derrière le scandale, The Outlaw a forcé Hollywood à se confronter aux limites même de la censure et de la publicité. À première vue, The Outlaw est un récit vaguement fictionnalisé de Billy the Kid, Doc Holliday et Pat Garrett, mais Howard Hughes, jamais adepte de la subtilité, voulait une sensation. Il a conçu un soutien-gorge spécial pour Russell, qui, il s'avère, a refusé de le porter, et a rempli chaque affiche et bande-annonce d'insinuations et d'images suggestives. Le film a été rapidement interdit dans plusieurs États et a passé des années en suspens, tandis que Hughes se battait avec l'autorité du code de production sur ce qui pouvait être montré. Il a finalement été sorti, puis retiré, puis ressorti, créant une frénésie marketing. La controverse était si bruyante qu'elle éclipsait tout le reste. Les groupes religieux ont protesté. Les politiciens ont pris position. Pour la première fois, la campagne publicitaire d'un film est devenue une histoire en soi, avec Hughes orchestrant des réactions indignées pour attiser les flammes. Les spectateurs affluaient pour voir de quoi il s'agissait, battant des records dans certaines villes. Hughes a prouvé que la controverse vendait des billets, et que repousser les limites de la censure pouvait être à la fois lucratif et faire les gros titres. Finalement, The Outlaw a changé la façon dont Hollywood abordait l'attrait sexuel, la censure et le marketing. Son héritage ne réside pas dans le scénario, mais dans la manière dont les films étaient vendus, contestés et discutés. Après The Outlaw, la frontière entre l'art et le scandale à Hollywood ne serait plus jamais aussi nette. Murder My Sweet, 1944. Le film noir est l'un des genres les plus emblématiques d'Hollywood, mais il n'est pas apparu entièrement formé des ombres. Il a dû être inventé, et peu de films ont fait plus pour façonner son style sombre et dur que le souvent négligé Murder My Sweet. Sorti en 1944, cette adaptation du roman de Raymond Chandler, Farewell My Lovely, a marqué un tournant crucial, transformant la perception à la fois des histoires de détectives et de l'esthétique propre à Hollywood. Le casting a été controversé dès le début,
Dick Powell, auparavant catalogué comme une star de comédie musicale, a choqué le public et les critiques en se réinventant en détective privé, désabusé Philip Marlowe. Le risque à payer. La performance de Powell était incisive, cynique et pleine d'humour mordant, modifiant à jamais la trajectoire de sa carrière et l'idée qu'Hollywood se faisait d'un premier rôle masculin. Le réalisateur Edward Dmytryk a embrassé l'obscurité, à la fois littéralement et figurativement. Le film est imprégné d'ombre, de lumière oblique et d'angles de caméra déformés. Narration, en voix off, séquences de rêve, et des personnages moralement ambigus sont devenus le modèle pour des générations de films noirs. Même les seconds rôles, remplis de femmes fatales, de flics coriaces et de marginaux désespérés, ont établi un ton qui résonnerait pendant des décennies. Murder, My Sweet n'a pas seulement popularisé le style noir, il a prouvé que le public hollywoodien pouvait accepter le cynisme, la complexité et les héros imparfaits. Le succès du film a ouvert les vannes à une vague de drames criminels et de thrillers psychologiques. Pour un genre construit sur des secrets et des ombres, Murder, My Sweet était une étincelle brillante dans un nouveau monde sombre, et son influence est encore visible dans les thrillers d'aujourd'hui. Leave Her to Heaven, 1945. Alors que la plupart des films noirs classiques tourbillonnaient d'ombre dans les rues de la ville, Leave Her to Heaven a renversé la tendance en plongeant ses passions les plus sombres dans le technicolor le plus éclatant jamais vu. Sorti en 1945 et souvent négligé dans les discussions grand public, ce film est une contradiction fascinante, un thriller psychologique baigné de soleil avec un monstre magnifique en son cœur. Gene Tierney joue le rôle d'Ellen Barron, dont l'obsession pour l'amour devient possessive et finalement mortelle. Contrairement aux autres héroïnes du film noir, Ellen n'est ni une complice de gangster, ni une maîtresse de gangster. C'est une mondaine privilégiée, dont la jalousie et le besoin de contrôle atteignent des sommets terrifiants. La scène la plus célèbre du film, située sur un lac étincelant, est aussi choquante aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. À une époque qui montrait rarement des méchantes avec une telle force sans compromis, la performance de Tierney a brisé toutes les règles. Ce qui a rendu Leave Her to Heaven révolutionnaire, ce n'était pas seulement son contenu, mais son style. Le réalisateur John M. Stahl a inondé le film de couleurs luxuriantes et vives, rendant chaque décor idyllique légèrement sinistre. La beauté de la cinématographie ne fait qu'amplifier l'horreur des actions d'Ellen. C'était le premier film noir tourné en Technicolor, prouvant que l'obscurité n'avait pas besoin d'ombre pour troubler le public. Les critiques et le public étaient fascinés et perturbés à parts égales. Le film est devenu un succès au box-office, a obtenu plusieurs nominations aux Oscars et a consolidé la place de Tierney en tant que légende d'Hollywood. Pourtant, pendant des années, il est resté dans l'ombre des classiques en noir et blanc. Aujourd'hui, Leave Her to Heaven est reconnu pour avoir brisé les conventions du genre et ouvert de nouvelles voies pour le drame psychologique. C'est la preuve que parfois la lumière la plus vive cache la menace la plus profonde. De Tour, 1945. Quand il s'agit de films noirs hollywoodiens, la plupart des gens imaginent les grands classiques à gros budget des grands studios. Mais De Tour, réalisé avec un budget dérisoire en quelques jours seulement, a réécrit les règles de tout le genre. Réalisé par Edgar G. Ulmer et sorti en 1945, ce thriller de série B mettait en vedette Tom Neal dans le rôle d'un pianiste malchanceux faisant de l'autostop vers Los Angeles pour tomber dans une spirale cauchemardesque de destin, de meurtre et de désespoir. La production était si dépouillée que les scènes de voiture ont été filmées avec peu plus qu'une machine à brouillard et une projection arrière. Ce qui manquait à De Tour en termes de budget, il le compensait par une atmosphère pure. La réalisation d'Ulmer a extrait chaque once de tension des ombres, transformant la pauvreté en style. Le ton fataliste du film, la narration obsédante et les visuels claustrophobes ont capturé l'essence du noir encore plus nettement que certaines productions de studios brillantes de l'époque. La performance d'Anne Savage en tant que femme fatale venimeuse était à la fois glaçante et emblématique, sa présence remplissant l'écran d'une manière que peu pouvaient égaler. De Tour a gagné un culte parmi les critiques et cinéastes. Ses bords rugueux, ses performances brutes et son sentiment de fatalité ont inspiré une nouvelle génération de réalisateurs, prouvant que l'art pouvait venir de n'importe où, même des coins les plus bas de Hollywood. Le film a été préservé par la Bibliothèque du Congrès, marquant son impact sur le cinéma américain.
Aujourd'hui, The Tour reste un témoignage de la façon dont un petit film, rejeté à son époque, a pu changer le ton, le style et l'ambition d'un genre entier, rappelant à Hollywood que la véritable obscurité vient parfois des endroits les plus improbables. La Lune était bleue, 1953. Dans les années 1950, Hollywood était encore gouverné par la main de fer du code de production, qui dictait ce qui pouvait et ne pouvait pas être dit, ou même suggéré, à l'écran. Puis vint The Moon is Blue, une comédie romantique légère qui osa défier les censeurs d'une manière qui semblait presque innocente. Réalisé par Otto Preminger, le film tournait autour d'une jeune femme, de 2 prétendants épris et d'une série de conversations qui, selon les normes d'aujourd'hui, sembleraient modérées. Mais en 1953, le dialogue était explosif. Le scandale ne concernait pas ce qui était montré. Il n'y avait ni nudité, ni violence, ni même un baiser à l'écran qui aurait choqué le public. Au lieu de cela, tout tournait autour des mots. Le script mentionnait sans détour vierge, séduction et enceinte, des termes que les censeurs insistaient pour interdire. Preminger a refusé de couper le dialogue, et United Artists a sorti le film sans le sceau d'approbation du code de production. C'était pratiquement inédit à l'époque. Ce qui s'est passé ensuite a changé Hollywood à jamais. Malgré sa condamnation par la Légion catholique de la décence et son interdiction dans plusieurs villes, The Moon is Blue a été un succès au box-office. L'indifférence du public face au scandale a prouvé que les spectateurs étaient prêts pour des conversations plus honnêtes sur le sexe et les relations. En quelques années, les studios ont commencé à défier les censeurs plus ouvertement, et l'emprise du code de production s'est affaiblie. The Moon is Blue reçoit rarement le crédit pour sa révolution silencieuse. Mais c'est le film qui a brisé le code. Une conversation spirituelle à la fois. Son héritage est chaque comédie romantique moderne, qui aborde des sujets tabous avec humour et honnêteté. Tout cela grâce à un film qui a osé parler quand tout le monde avait peur. Celle de la Terre, 1954. Il y a des films qui combattent le système. Et puis il y a Celle de la Terre, un film si radical qu'Hollywood a essayé de l'effacer de l'existence. Réalisée au plus fort de l'ère McCarthy, cette production indépendante de 1954 a été créée par des cinéastes mis sur liste noire pour leur sympathie communiste présumée. Leur objectif était de raconter la véritable histoire d'une grève de mineurs au Nouveau-Mexique, en se concentrant sur les luttes et le courage des travailleurs américano-mexicains, et, ce qui était le plus choquant pour l'époque, de leurs épouses. Ce qui rendait Salt of the Earth véritablement révolutionnaire était son approche. Il utilisait de vrais mineurs et leurs familles comme acteurs et laissait les voix des femmes dominer l'histoire. C'était des décennies en avance, sur son temps. Le film abordait des thèmes de droits des travailleurs, de race et d'égalité des sexes d'une manière que le Hollywood grand public n'aurait tout simplement pas osé. Dès que l'origine et le sujet du film se sont répandus, la réaction a été brutale. La production a été perturbée, la distribution sabotée et les cinémas ont été menacés de boycott s'ils osèrent le projeter. Pendant des années, Salt of the Earth a existé dans l'ombre, transmis de main en main et chuchoté dans les cercles d'activistes. Mais son influence s'est répandue. Il a inspiré des générations de cinéastes indépendants et d'activistes, prouvant que le cinéma pouvait être une arme pour la justice et le changement. Aujourd'hui, le film est reconnu comme un classique pionnier, honoré pour son courage et sa vision. Salt of the Earth n'a pas seulement survécu à la liste noire d'Hollywood, il l'a brisée, ouvrant la voie à une nouvelle ère de cinéma américain indépendant et politiquement engagé. Dans un monde plein de films sur des héros, c'était un film fait par eux. La blonde explosive, 1956. Dans une décennie dominée par des comédies musicales impeccables et des histoires d'amour aseptisées, La blonde explosive a éclaté sur les écrans comme un rêve fiévreux. Réalisée par Frank Tashlin et sortie en 1956, cette comédie déjantée en Technicolor mettait en vedette Jane Mansfield dans le rôle d'une blonde stupide qui en réalité surpasse tout le monde autour d'elle, et Tom Ewell dans le rôle de l'agent malchanceux pris dans son orbite. Mais la véritable révolution du film ne résidait pas dans son intrigue, mais dans son son. The Girl Can't Help It est l'un des premiers films hollywoodiens à traiter le rock and roll comme une force culturelle sérieuse. Il présente des apparitions de Little Richard, Fats Domino, Eddie Cochran et une foule d'autres musiciens légendaires, donnant au film un rythme totalement nouveau pour le public américain.
Les performances musicales sont intégrées directement dans l'histoire, avec le style visuel déjanté de Tashlin, des couleurs vives, des décors exagérés et des gags visuels surréalistes, amplifiant l'énergie électrique de la musique. L'impact du film a été sismique pour la culture des jeunes. Les adolescents se sont rués pour se voir eux-mêmes et leurs idoles sur grand écran. Et Hollywood a rapidement compris le pouvoir et la rentabilité de s'adresser à un jeune public. Le film a également contribué à lancer la carrière brève mais explosive de Jayne Mansfield, utilisant son sens du timing comique et son personnage de bombe pour parodier les stéréotypes mêmes qu'elle incarnait. Au-delà de sa réputation kitsch, The Girl Can't Help It est montré que la musique pop, la rébellion des jeunes et le style cinématographique pouvaient se fusionner en quelque chose de nouveau. Cela a ouvert la voie à tout, de A Hard Day's Night à Grease et aux comédies musicales pour adolescents qui suivraient. Le rock'n'roll était officiellement arrivé à Hollywood, et rien ne serait plus tout à fait pareil. Imitation of Life, 1959. Parfois, les films les plus discrètement subversifs sont ceux que Hollywood a essayé d'ignorer pendant des décennies. Imitation of Life, le mélodrame somptueux de 1959 de Douglas Sirk, semblait à première vue n'être qu'un autre soap-opéra brillant sur les mères, les filles et les rêves. Mais sous sa surface technicolore, se cachait une histoire qui abordait la race, l'identité et le prix douloureux de l'assimilation, avec une franchise que Hollywood permettait rarement à l'époque dorée. Le film raconte les histoires parallèles de deux mères célibataires, l'une blanche, l'autre noire, luttant pour élever leur fille. Le personnage de Juanita Moore, Annie, est une femme de ménage dont la fille à la peau claire, Sarah Jane, essaie de se faire passer pour blanche, fuyant sa mère et son héritage. Sirk, un émigré allemand, a utilisé des visuels accentués et des performances chargées d'émotions pour souligner la tragédie et la réalité sociale des frontières raciales en Amérique. La performance déchirante de Moore et l'interprétation nuancée de Lana Turner en tant qu'actrice ambitieuse ont donné au film un poids qui démentait son genre. Imitation of Life a été un succès au box-office, mais il a rendu les critiques et les initiés de l'industrie mal à l'aise. Sa discussion ouverte sur la race, le sacrifice maternel et les cruautés de la société a défié le public à voir ce que Hollywood gardait habituellement caché. Avec le temps, la réputation du film n'a fait que croître, influençant les cinéastes ultérieurs à aborder la question de la race et de la représenter. Depuis été adopté à la fois comme un chef-d'œuvre mélodramatique et un acte radical d'empathie, qui a forcé Hollywood et l'Amérique à se regarder dans le miroir. Bien qu'il ait revêtu les atours d'un mélodrame féminin, Imitation of Life a changé ce que le public pouvait attendre d'un film de studio. Il a osé montrer que le rêve américain n'était pas accessible à tous, et que le chagrin pouvait être le véritable héritage de l'âge d'or d'Hollywood. The Connection, 1961. Au début des années 1960, alors qu'Hollywood s'accrochait à des images polies et à des histoires sûres, un petit film farouchement indépendant appelé The Connection s'est faufilé à travers les mailles du filet et a contribué à ouvrir la porte à un tout nouveau genre de cinéma. Réalisé par Shirley Clarke, ce quasi-documentaire brut a enfreint presque toutes les règles du système des studios. Il était brut, désordonné et provocateur. Un portrait imprégné de jazz de la toxicomanie et du désespoir artistique qui ne ressemblait en rien au film grand public de l'époque. Tourné dans un seul appartement, encombré de New York, The Connection brouille la ligne entre réalité et fiction. Le casting comprenait de vrais musiciens de jazz et des acteurs jouant des versions d'eux-mêmes, tous attendant l'arrivée d'un dealer d'héroïne. Ce qui a vraiment fait de The Connection un film révolutionnaire, c'est son défi à la censure. Le langage brut et le sujet du film ont conduit à une interdiction totale à New York, suivie de batailles juridiques. Mais ses partisans, y compris des critiques influents et la communauté naissante du cinéma indépendant, ont riposté. Et finalement, le film a vu le jour. Ces luttes ont contribué à desserrer l'emprise de la censure, ouvrant la voie à de futurs films du nouveau Hollywood et du cinéma underground pour aborder de véritables problèmes sociaux. The Connection n'a pas fait fortune ni remporté d'Oscar, mais son héritage est partout, dans le réalisme documentaire du cinéma américain des années 1970, la montée des cinéastes indépendants et l'acceptation d'histoires authentiques et stimulantes. Pour Hollywood, c'était un signal d'alarme, un signe que le public était prêt pour la vérité.
même si elle était difficile à regarder. Les plus grandes révolutions d'Hollywood ne venaient pas toujours des plus grandes stars ou des gros titres les plus bruyants. Elles venaient de films qui osaient défier les règles, briser le silence et murmurer la vérité quand tout le monde détournait le regard. Ces films obscurs ont tout changé, même si leurs noms se sont effacés de la mémoire. Lequel a le plus bouleversé votre idée du Hollywood classique? Partagez vos réflexions ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur j'aime, car le prochain chef-d'œuvre oublié pourrait se cacher juste hors de vue en vous attendant.